Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Toujours en compagnie de Georges Fenech et Vincent Roy pour commenter l'actualité. On vient d'avoir dans ce studio Marc Trévidic, président de cour d'assises, de la cour d'assises à la cour d'appel de Versailles et auteur de justice présumé coupable. Manifestement, selon le juge Trévidic, mon cher Georges Fenech, Nicolas Sarkozy devrait être libéré lundi. Oui, il aurait pu effectivement vous expliquer pourquoi, parce que la mise en détention avec un mandat de dépôt différé à l'audience en première instance, elle s'est fondée sur un critère, l'exceptionnelle gravité des faits. Parce qu'on ne pouvait pas retenir les deux autres critères, public, oui. C'est-à-dire le risque de fuite et de concertation frauduleuse. Il ne risque pas de s'enfuir, et la concertation frauduleuse, c'est une affaire qui dure depuis plusieurs années. Mais lorsque le condamné, présumé innocent toujours, demande sa mise en liberté, il n'y a plus ce critère de l'exceptionnelle gravité. Il ne reste plus que les deux autres critères pour pouvoir le maintenir en détention. On est sur le critère de la détention provisoire. La loi est mal faite. Elle n'est pas cohérente, en tout cas. Donc, les juges qui vont statuer de la cour d'appel, s'ils devaient maintenir M. Sarkozy en détention, il faut qu'ils le motivent. Or, ils ne peuvent plus le motiver pour l'exceptionnelle gravité, puisque ce critère n'existe plus à ce stade. Quelles seraient les possibilités pour insuffisance de garantie de représentation. On sait très bien que M. Sarkozy a toujours répondu aux convocations. Et au deuxième critère, risque de concertation frauduleuse. Le débat, il est figé. Tout le monde sait. Donc, ils n'ont plus de critères pour le maintenir. Ils n'ont plus de critères. Donc, logiquement, et c'est ce que dit aussi Marc Trévidic, je l'ai moi-même entendu dans d'autres occasions, il dit il n'y a plus de critères pour le maintenir. Donc, il faut le libérer. Voilà. Maintenant, moi, vous savez, la justice, j'ai appris, je sais qu'elle est capable d'une imagination débordante lorsqu'elle décide d'aller un petit peu contourner ces dispositifs. Donc, je reste prudent, mais je veux croire quand même à ce que la présomption d'innocence soit respectée et qu'il soit remis en liberté en attendant le procès en appel. Vincent Roy. C'est quand même dramatique, cette histoire. Parce que cette histoire de procédure, c'est quand même fabuleux. Que ceux qui nous écoutent comprennent bien. Devant la cour d'appel, c'est-à-dire là où on va demander, on fait sa demande de mise en liberté, les critères ont changé par rapport au premier juge. Bon, alors maintenant, on va devoir le mettre dehors, c'est-à-dire le mettre hors de la prison, le rendre libre, bon, jusqu'à son procès en appel. Ça veut dire que les premiers juges, ceux qui l'ont mis en détention, connaissant parfaitement la procédure, savent très bien que il va être, au bout de je sais pas, 3 semaines, il va être dehors. Donc, c'est bien la preuve et la volonté de nuire. D'avoir peut-être voulu voir Nicolas Sarkozy en prison. De voir Nicolas Sarkozy en prison. Ils le savent très bien. Ils savent très bien que la cour d'appel, devant une demande de mise en liberté, est obligée d'y accéder en raison des critères dont parlait à l'instant monsieur le juge Fenech. Donc, c'est quand même une volonté, c'est la preuve. Et je vais vous dire autre chose. C'est que le juge Trévidic me confie hors micro, jamais je n'aurais mis, moi, Nicolas Sarkozy en prison, parce que 3 semaines après, je savais qu'il sortirait, et je n'aurais pas voulu passer pour un imbécile. Ce sont les mots même hors micro du juge Trévidic. Vous voyez bien que la volonté de nuire à Nicolas Sarkozy est absolument évidente. Et alors après, on dit « Ah bah oui, mais alors les Français, quand même, comprennent mal les décisions de justice, ne font pas confiance aux juges, etc. » Non, c'est bien un jugement politique auquel nous avons assisté au sujet de Nicolas Sarkozy. Georges Fenech, Vous vous souvenez les premiers mots de Nicolas Sarkozy sortant de la salle d'audience? Le visage sombre, disant ils veulent que j'aille dormir en prison. J'irai dormir en prison. Voilà, c'est pour faire écho à ce que vient de dire Vincent. On peut se poser la question, effectivement, de se demander si on n'a pas voulu vraiment lui faire franchir les portes de la prison. Voilà. Je crois que beaucoup de Français s'interrogent en effet. Je suis désolé de parler comme ça, parce que c'est mon métier, c'est mes collègues. Je ne veux pas non plus faire de procès d'intention à qui que ce soit, mais
la démonstration que vient de faire Vincent, elle est implacable. Vous n'êtes pas en train de mettre tous les juges dans le même panier. Le juge Trévidic, d'ailleurs, est extrêmement modéré. Il nous a expliqué beaucoup de choses, d'ailleurs, notamment sur cet homme qui a percuté avec sa voiture la foule hier à Oléron. Manifestement, c'est vrai que les juges, parfois, appliquent la loi, mais la loi n'évolue pas avec notre temps, Georges Fenech. Oui, tout à fait, mais je pense que dans cette affaire d'Oléron, les Français ne comprennent pas. Oui, on a vu tout à l'heure. Qui crie à la Hogba, qui a un couteau, qui a une bonbonne, qui écrase n'importe qui au passage. Qui s'est radicalisé sur Internet. Son acte, etc. Et on nous dit que c'est pas un acte terroriste. Moi, je comprends l'interrogation de nos concitoyens. Il se pose. Et je vais vous dire, moi-même, je suis troublé. Je suis troublé parce que quand je lis bien la loi de 1986 modifiée quand même en 2016, il est question d'entreprises individuelles ou collectives. Il n'est pas prévu dans la loi qu'il faille distinguer si sa éradication est vraiment sérieuse, si c'était je dirais un radicalisé islamiste qui avait les diplômes en quelque sorte pour commettre un acte de terror. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Où on va mettre le curseur? Eh oui. Ouais. Vincent Roy, on le met où ce curseur? Manifestement pas toujours au bon endroit, en tout cas pas selon les Français. C'est l'évidence. Chaque jour qui passe, la question de l'islam se pose de plus en plus. Pourquoi je vous dis cela? Parce que, à ma connaissance, vous n'avez pas vu de catholiques radicalisés, vous n'avez pas vu non plus de bouddhistes radicalisés. Il va falloir poser tout de même cette question de l'islam au XXIe siècle. Elle se pose. Elle se pose, mais il va falloir la poser avec, pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, non, pas pour tout le monde. Elle se pose, mais il va falloir maintenant quand même regarder, si j'ose dire, la réalité en face. Il y a beaucoup de gens qui, sur cette question même, ferment les yeux. Vous voyez, un type, a priori, que rien ne prédisposait à cela, qui commence à consulter des sites sur Internet, et qui, tout de suite, devient une sorte d'éponge à la bêtise intersidérale qui est devenue cet islamisme galopant. Donc, on est là avec cette question de l'islam. On me dit souvent sur ces plateaux, etc., que heureusement, 99% des musulmans dans notre pays sont parfaitement intégrés et cette question ne se pose pas. Et moi, je réponds à cela, sans doute, mais ces musulmans en question parfaitement intégrés, je ne les entends pas beaucoup. Ouais. Oui. À propos de radicalisation, vous avez vu que Salah Abdeslam poursuit. Alors apparemment, il n'est pas du tout déradicalisé. Lui, je me suis entretenue avec l'un des surveillants de Vendin-le-Vieil tout à l'heure pour savoir un petit peu ce qui s'était passé, parce qu'on l'a donc chopé, pardonnez-moi l'expression familière, avec des contenus de propagande djihadiste. Alors ça remonte à janvier dernier. Il n'y avait pas encore les portillons qui avaient été refaits dans cette prison de haute sécurité. Donc on soupçonne clairement son ex-compagne qui est en garde à vue de lui avoir donné une petite clé USB avec des contenus propagandistes. Mais enfin, c'est extravagant comme histoire aussi. Georges Fenech, c'est quand même le seul survivant des commandos djihadistes du 13 novembre, alors qu'on va commémorer les 10 ans des attentats. Moi, j'emploierais pas le terme de survivant. Je dirais que c'est le seul qui n'a pas fait sauter son jet d'explosif. C'est ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vrai que c'est le seul qui est toujours vivant et qui a été condamné à la peine maximale, et ça la fout mal. Ça la fout mal. Alors, à un moment où on construit des prisons haute sécurité à coup de renfort de publicité légitime, d'ailleurs, parce qu'on en avait besoin, on apprend que le détenu le plus signalé de France, à 8 jours des commémorations des attentats du Bataclan, on l'autorise à avoir un ordinateur, ce qui est déjà... C'était le sien, manifestement, qu'il a suivi de Belgique. Oui, mais enfin, on l'a autorisé à l'avoir. Oui, mais il paraît que c'est légal, m'a dit le surveillant. On n'était pas obligé d'accepter cette demande. Donc, il y avait une appréciation à porter à ce niveau-là. Parce qu'on sait très bien qu'avec l'ordinateur, on peut avoir peut-être l'Internet et on peut rentrer en contact avec Raqqa, par exemple, pourquoi pas. Alors, manifestement, ils n'ont pas Internet, mais... Oui, mais avec les clés USB, ensuite, on peut avoir beaucoup d'informations de l'extérieur, on peut peut-être refaire passer des informations. Et ça, c'est absolument
intolérable. Oui. Comment cet individu que j'ai vu, moi j'ai été le voir dans sa cellule, lorsque je présidais la commission d'enquête, je peux vous dire, il était surveillé 24 heures sur 24, avec un système de vidéosurveillance dans la pièce d'à côté. Vous avez des fonctionnaires de la pénitentiaire qui se relaient nuit et jour pour éviter qu'il se suicide, par exemple, parce qu'on veut le garder en vie. Les victimes ont besoin de savoir que cet individu purge sa peine, quoi. Eh bien, j'apprends qu'il se fait livrer des clés USB, je dis, il y a un vrai problème. Donc là, l'administration pénitentiaire devra rendre des comptes, et d'ailleurs, il y a une enquête judiciaire en cours. Il était en garde à vue hier soir encore. Je vous rappelle que, aussi surveillé soit-il, il s'est quand même marié. Oui, il aura peut-être des enfants. Il a droit. Alors il n'est plus avec cette compagne. Non, il n'est plus avec cette compagne, mais il a droit à un traitement particulier où il peut voir sa femme. Oui, parloirs familiaux. Manifestement, il a beaucoup de succès. Alors ça, c'est le surveillant qui me disait qu'on empêchait une ancienne prof de l'éducation nationale de l'approcher parce qu'elle voulait l'encourager à écrire un livre et à rencontrer ses anciennes victimes. Parloirs familiaux, etc. On entretient ce monsieur, tout ça avec mon argent. Je ne suis pas totalement d'accord avec cette solution. Et pour ce type de criminel, je ne suis pas sûr, pour ce type, je dis bien, qu'on m'entende bien, pour ce type de criminel, je ne suis pas sûr qu'on puisse à toute force s'enorgueillir d'avoir aboli la peine de mort. Je vous le dis tout de go parce que c'est ce que je pense. Donc je ne vais pas vous voiler mon sentiment. Je trouve que dans un cas comme celui de ce monsieur, 124 ou 128 morts. 130. Sans compter les blessés. Avec ce monsieur qui dit « je mène un combat civilisationnel », il l'a dit lors de son procès. Il y a encore, apparemment. Il y a encore, mais ça, il se radicalise, il était déjà avant. Bon, je ne pense pas qu'on puisse se radicaliser davantage, d'ailleurs. Bon, donc, il est convaincu de son fait. Voilà, eh bien, il me semble qu'une société, adulte, pourrait traiter ce cas extrêmement rapidement, de manière à ce qu'on ne soit plus jamais embêté par monsieur Abdeslam. En tout cas, il faut au moins l'éliminer de la société et ne pas qu'il sorte, quoi. Pas faire C'est sûr. Merci Georges Fenech et Vincent Roy. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos débats et on va parler des incidents qui se sont produits hier à la Philharmonie de Paris.